Donc bonjour à toutes et tous. Bonjour Sandrine. Bonjour Géraldine. Merci beaucoup pour votre présence. Merci bien sûr à Jérôme et au Cinéma Lotan pour son accueil. Merci à Sandrine Mercier et à Irena Lopez qui va nous rejoindre tout à l'heure pour leur présence. Merci à l'ISPRA pour ce partenariat. Merci aux étudiants, aux étudiantes qui sont là. Et puis merci aux étudiants et aux étudiantes qui font la captation de cette rencontre. Voilà, donc c'est un plaisir d'être avec vous et d'avoir réussi à monter cette rencontre. Sandrine, tu es autrice-réalisatrice. Tu es aussi productrice. Avec Juan Hidalgo, vous avez fondé VO Productions en 2007, entre Toulouse, Barcelone et Madrid. Et depuis 2007, vous avez réalisé, co-réalisé, coproduit un certain nombre de documentaire dont on voit quelques images à l'écran. Peut-être avant de commencer, je voulais justement parler d'un de ces documentaires, Le goût de la politique, qui est donc le dernier, celui que vous avez terminé en 2021, et dont l'avant-première aura lieu ce jeudi à 19h à la Cinémathèque. À noter, entrée libre. Et donc, pour vous faire un petit peu saliver, je vais vous montrer le teaser du goût de la politique. Et nous n'avons plus de son. En fait, moi, là, depuis longtemps, j'ai envie de servir à quelque chose pour la société. J'ai pas un rôle social, en fait, ingénieur dans une grosse entreprise aéronautique. C'est presque même le contraire. Et Hélène, ma femme, elle est sage-femme. Donc au quotidien, elle aide des gens. Et quand elle reçoit des signes de gratitude, c'est vraiment des signes humains. C'est un merci du fond du cœur. Et ça m'a toujours manqué. Moi, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas? Pourquoi pas franchir le pas? Et donc, on s'est dit à quelques-uns, mais tiens, on va faire un truc complètement dingue. On va faire une liste qui sera montée par les citoyens pour les citoyens. N'importe qui pourra postuler pour devenir candidat au municipal. Si vous êtes élu, est-ce que vous lâchez votre boulot, vous êtes à 100%? Maison de santé, c'est pratique. Oui, c'est super. Je fais la crèche là. De cette idée folle d'il y a 1 an et demi, maintenant on se retrouve voilà, l'adversaire numéro 1 du maire sortant. Et on a fait quelque chose qui s'est jamais fait en France. On va tirer au sort des gens pour leur proposer de faire partie du conseil municipal. Et on a envoyé 1000 courriers dans la ville. C'est le lieu idéal, ce pivot. J'ai cru que c'était une plaisanterie, voilà. J'ai dit, c'est pas possible, moi. 3 jours après, j'ai dit oui. Les Toulousains pourront enfin vivre une expérience de vraie démocratie vivante. Je t'ai jamais vu aussi bien que ce premier moment où ça a pris. Après, ça a été plus compliqué. Je vous le dis, j'en ai ras-le-bol. De temps en temps, on m'a dit Hélène, lâche prise. Bah lâchons prise tous. C'est un ultimatum. La campagne a un peu changé de ton. On a découvert que la politique n'était pas toujours si jolie que ça. Je pense qu'on a intérêt à ne pas faire une négociation traditionnelle et à être dans la transparence. Vous avez une salle pour vous là. Ça fait 1 an que j'ai l'impression qu'on est dans un tunnel, il faut qu'on en sorte là. Tu veux que je fasse quoi alors? Que j'abandonne complètement? Mais non, mais tu fais que dire oui, non, mais on va faire des compromis, machin. Mais non, mais choisir un des deux, sinon c'est débile. Je pense qu'il faut choisir. Bah oui. La famille ou la politique. Bah pour un certain temps, pour un mois, oui. Mais je me suis dit, mais en fait, vous vous rendez pas compte que si vous vous occupez pas de la politique elle va s'occuper de vous, quoi. Donc voilà pour ce petit avant-goût de ce qui va se passer, de ce qui va être diffusé jeudi à la Cinémathèque de Toulouse. Et donc Sandrine, on le voit un petit peu dans les titres des documentaires que vous avez co-réalisés avec Juan ou produits ou coproduits. Vous avez un biais résolument politique. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ça, s'il te plaît, et puis peut-être de votre parcours qui vous a amené à ça? C'est vrai que nous, on ne va pas dire qu'on est forcément engagé en politique. Après,
on est fortement influencé par ce qu'on a vu et vécu. En fait, on revient de 13 années en Espagne et on a assisté à la naissance des Indignés, qui est le mouvement citoyen qui a été, qui surgit un jour, le 11 mai 2011, des jeunes qui prennent une place. La place, c'est la Puerta del Sol à Madrid, en disant bah voilà, les politiques ne nous représentent pas, nous on vit mal, c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire on vit mal, il y a du chômage, c'est la crise, comment on s'en sort. C'était surtout des jeunes, ils ont été rejoints par énormément d'autres citoyens. Et en fait, les gens ont dit, si vous voulez vraiment avoir du poids, ça peut paraître fou, mais il faut pousser les portes des institutions. Et une fois que vous rentrez dans les institutions, là, vous pouvez essayer de les chambouler. Et c'est ce qu'ils ont fait, en fait, en Espagne. Et à ce moment-là, nous, on était avec Juan à Madrid. On a filmé cette naissance, la naissance des Indignés, qui a essaimé après dans plein d'autres pays. Et ils sont arrivés au pouvoir, puisqu'aujourd'hui, en fait, ils se sont créés en parti politique. Ça s'est appelé Podemos. On en a fait un petit documentaire pour Arte Reportage. Et l'année Podemos, voilà, en 2015. Et aujourd'hui, Podemos fait partie de la vice-présidence de l'Espagne. Donc, en fait, ils sont au pouvoir. Alors, ce n'est pas un exemple, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément faire ça. Mais en tout cas, nous, c'est notre biais. On est documentariste. Documentariste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on regarde la réalité, le réel, ce qui se passe sous nos yeux. Et pour nous, c'est ça, c'est qu'il y a des hommes, des femmes qui sont capables de faire des choses qui ont l'air basiques. Enfin, c'est le quotidien de chacun. Mais finalement, on est tous assez exceptionnels. Et à partir du moment où on a une caméra, ça ne change pas. Ce n'est pas la caméra qui va changer les actions des gens. Mais certains vont se révéler. Et nous, c'est ce qu'on veut montrer, en fait. On veut montrer cette révélation, cette exception du quotidien. Et dans le goût de la politique, c'est ce qu'on a voulu faire. C'est-à-dire qu'en revenant en France, on s'est dit, tiens, en fait, ce petit groupe d'utopistes toulousains qui discutent au coin de la table en se disant, voilà, en fait, c'est une sorte de quête de sens. Maxime, le personnage qu'on voit, enfin, c'est pas un personnage, en fait, c'est une personne vivante et humaine, se dit avec des copains, en fait, moi, ma vie, elle est super, elle est très confortable. J'ai un travail, j'ai une famille. En même temps, j'ai envie que les gens vivent mieux autour de moi. Donc, ils décident de s'investir. Et s'investir en politique, c'est pas facile. Et c'est toute cette démarche qui nous a intéressés. Donc, on s'est dit, tiens, on va voir la création de cet homme en tant que militant politique et en même temps la création d'un parti, puisque c'est ce qui a donné Archipel Citoyen. Et donc, on a suivi pendant toute la campagne municipale, qui a été en plus incroyable cette année avec le Covid. Donc, on a suivi tout ça avec des rebondissements de dingue. Et en fait, ce qui est fou et ce qui est génial, en fait, quand on fait un documentaire, c'est que la dramaturgie devient la vie. C'est-à-dire qu'il y a des obstacles. Bon, voilà, évidemment, on n'avait pas imaginé le Covid. Mais tout le devient. C'est-à-dire que s'engager en politique, après, on peut avoir envie ou pas, mais ça reste quelque chose d'admirable. C'est-à-dire que quand on a un travail, quand on a une famille, il faut trouver du temps pour les autres, en fait. Il faut trouver du temps pour militer. Donc, c'est des réunions le soir, le week-end. Et donc, c'est ça qui nous a intéressés. En fait, on voulait montrer ce parcours, comment une personne décide de s'engager pour elle et pour les autres, et comment elle y arrive ou pas. Mais ça, c'est toute la vie de chacun. Donc voilà, si vous avez des disponibilités jeudi, c'est effectivement à la Cinémathèque. Le film a été confiné pendant toute cette partie-là. Donc c'est la première fois qu'il sera sur grand écran. Je peux vous dire que ça m'a fait quelque chose parce que hier, j'ai assisté j'ai regardé le DCP, voir si tout fonctionnait bien. Et ça fait quelque chose parce que voilà, on l'a porté pendant 1 an et demi en tournage. Ensuite, il est resté donc confiné chez nous. Et là, donc, il sort en avant-première. Mais pour te dire que tout ça, oui, en fait, la politique, c'est pas tant on est politisé, c'est que je pense que la politique fait partie de nous. En fait, tout est politique quelque part. Et donc, nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est les destinées des hommes et des femmes qui essayent de faire des choses. Alors, le projet qui nous réunit aujourd'hui, c'est donc AZF, Mémoire déchirée d'une catastrophe, que tu co-réalises avec Juan Hidalgo.
qui est produit par VO Productions, Les Films du Sud et France Télévisions, qui sera diffusé sur France 3 en septembre. Voilà. Et donc, bon, je pense que la plupart d'entre vous n'étaient peut-être pas nés au moment d'AZF, ou en tout cas étaient un peu jeunes, on va dire. Je pense que vous en avez néanmoins entendu parler. Mais pour resituer, donc, le 21 septembre 2001, à 10h15, l'usine AZF, située dans la banlieue toulousaine, a explosé, ce qui a causé, alors je n'ai pas les chiffres en tête, donc voilà, 31 morts, 2500 blessés et de lourds dégâts matériels. Donc Juan et Sandrine nous font un grand plaisir, un grand honneur aujourd'hui. C'est qu'ils nous proposent de visionner le premier épisode de la série, c'est une série en 4 épisodes de 26 minutes. Ce premier épisode a été diffusé pendant le Sunnyside of the Dock à La Rochelle, donc la semaine dernière. Et à part durant le Sunnyside et à part par des professionnels, il n'a pas encore été vu. Donc voilà, je vous propose qu'on regarde ce premier épisode dans son intégralité et ensuite on se retrouve pour en parler et décortiquer un petit peu la fabrication de ce projet. Juste, je mets un Vas-y, petit... je t'en prie. En fait, effectivement, il est tout récent et tout neuf, en fait, on va dire. Il a été effectivement montré en exclusivité aux professionnels au Sunnyside of the Dock, qui est donc le marché du documentaire à La Rochelle, qui s'est tenu en partie en Zoom cette année. En fait, il est pas finalisé, enfin, il est dans une version définitive, mais qui ne sera pas complètement définitive. Donc, il a encore ses petites failles. Voilà. Donc, on en discutera après. Alors, je vais inviter Irena Lopez à nous rejoindre pour cette deuxième partie. Alors, ouais, tu as un micro. Alors, évidemment, n'hésitez pas à tout moment à lever la main, à poser des questions, à intervenir. Voilà, moi j'ai un certain nombre de questions à poser à Irena et à Sandrine, mais elles sont surtout là pour échanger avec vous. Donc oui. Voilà, et en plus... Vraiment, on est là pour vous, donc n'hésitez pas. Voilà, puis en plus, au lieu du teaser, vous avez eu la version de travail du premier épisode. Donc, vous avez un petit peu plus de grain à moudre, certainement. Donc, Irena, merci de nous avoir rejoints. Merci. Donc, tu étais chargée de production sur le projet. Tu es aussi intervenante au sein de l'ISPRA en production et cofondatrice de IMIPROD, voilà, société de production à Toulouse. Alors, tout d'abord, je voulais savoir, Sandrine, c'est vrai que c'est un format assez particulier, 4x26, notamment pour France 3. Je voulais savoir d'où était venue l'idée de ce format, enfin pourquoi ce format sur ce sujet-là. Quelle est l'origine du projet ? L'origine du projet, effectivement, c'est de se dire que ça va faire 20 ans à Toulouse et que vous êtes peut-être tous de la génération 2001, j'imagine, puisqu'on a eu sur le projet Elisa, qui faisait partie de certains de votre promotion, qui a été stagiaire avec nous, et elle est née en 2001. Donc là, je me suis dit waouh. Donc en fait, l'idée c'était raconter AZF. Qu'est-ce que c'est AZF 20 ans après, pour les 20 ans, donc le 21 septembre 2021, en s'adressant aux jeunes. En fait, on voulait parler à la génération d'après. Celle qui a donc 20 ans aujourd'hui, en tout cas pour raconter ce qui s'était passé et pour surtout que ça ne se reproduise pas, et parler de cette espèce d'opposition qu'on fait souvent entre industrie et écologie. Et pour ça, on s'est dit, qu'est-ce qui peut intéresser la jeunesse ? C'est vrai qu'il y a des formats un peu classiques aujourd'hui qui sont les séries. C'est ce qui marche beaucoup. Et nous, en fait, on s'est dit, une série documentaire, c'est vrai que c'est un format particulier. En soi, c'est un documentaire plus long qu'on coupe en 4 épisodes. Mais l'idée n'était pas de le couper comme ça, en plein milieu, en disant, là, ça fait 26 minutes, 30 minutes, donc on le coupe. Non, c'était vraiment qu'il y ait une narration différente pour chaque épisode, donc qui, dans le premier, est plutôt chronologique, c'est-à-dire qu'on revient sur les faits de la catastrophe, mais ensuite, en fonction des autres épisodes, chacun aura une thématique particulière. Il y a la fabrique du doute dans un autre épisode qui va expliquer les différentes causes qui ont été annoncées, et voilà, volontaires ou non. Il y a justement la génération d'après, enfin, il y a plusieurs thématiques comme ça.
Donc, qu'est-ce qui pouvait intéresser? Les séries. Donc, le format série nous intéressait particulièrement. Et 2, la fiction. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, nous, en tant que documentariste, c'est ce que je vous dis, on raconte normalement la vie des gens. Après, on voulait raconter la vie des gens. C'est compliqué quand une usine comme AZF, aujourd'hui, n'existe plus. Il n'y a plus rien de l'usine AZF. Enfin, je ne sais pas si vous la voyez où elle est au niveau de la route d'Espagne. Maintenant, il y a un gros complexe cancéropole et puis il y a aussi plusieurs choses. Donc, comment on raconte ça, en fait? Donc, on raconte ça à travers une comédienne qui est basée sur une histoire collective, c'est-à-dire qu'en fait, la comédienne n'existe pas en tant que telle. Enfin, si, elle existe, évidemment. Mais je veux dire, son histoire, c'est l'histoire des orphelins, entre guillemets, ce qu'on a appelé les orphelins d'AZF, c'est-à-dire tous ces enfants qui ont perdu un parent à ce moment-là. Essentiellement un père, puisque la majorité des hommes qui travaillaient dans cette usine. Et donc, c'est un gros travail en amont de recompilation, on va dire, de témoignages. On a rencontré plusieurs personnes. Et en fait, on en a fait une personne unique. Donc, c'est une voix plurielle. Elle parle au nom des victimes et elle raconte aussi son histoire. Donc la série, pardon, pour finir sur ça, donc c'est le côté feuilletonnant. Feuilletonnant, ça veut dire que ça s'arrête pas. C'est pas un unitaire. À la fin de l'épisode, on a normalement envie d'aller voir la suite, voir ce qui va se passer. Et c'est cette série de 4 épisodes qui fait qu'on a envie de savoir ce qui va se passer ensuite, voilà, pour toucher la jeune génération et qui a intéressé France 3. Et j'avoue que nous, on a adoré faire ça. On en parlera après, je crois. Oui, et justement, donc je voulais qu'on revienne sur l'écriture. C'est donc une écriture à 8 mains, puisque donc vous avez travaillé avec 2 co-scénaristes, donc Frédéric de Villez et également Violaine Bellé. Et donc je voulais savoir comment s'était passé également ce travail d'écriture à 8 mains, donc. En fait, écrire un documentaire, c'est pas tout à fait comme écrire une série documentaire. Donc, en fait, on s'est vraiment basé sur Violaine Bellé notamment, qui est scénariste de séries fiction. Donc, elle est à l'origine de 10%, la série de sur France 2. Et en fait, il y a des codes. C'est comme tout, en fait. Même en documentaire, on pense souvent qu'un documentaire, on suit la vie et que, effectivement, nous, avec Juan, en général, on fait du cinéma, du réel. C'est-à-dire qu'on a tendance à prendre sous notre caméra ce qui se passe sous nos yeux, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a quand même une vraie dramaturgie. Et là, pour faire une série, il faut raconter cette dramaturgie, c'est-à-dire il faut pas l'inventer parce qu'elle existe, mais il faut qu'à un moment donné, on se dise, là ça monte, il va y avoir tel obstacle, il va y avoir le climax à un moment donné, qu'est-ce qui va faire qu'on ait envie de savoir la suite. Et donc, en fait, on a écrit cette opposition entre 2 personnes, donc une personne intérieure, une personne qui était sur AZF, une personne extérieure, donc il y a un sinistré qui peut être n'importe qui d'entre nous, et cette voix du milieu, on va dire, la narratrice, qui est la comédienne, qui a donc perdu son père dans l'explosion, qui est plutôt jeune, donc plutôt écolo, entre guillemets, donc il serait plutôt du côté de Frédéric Arrou, du sinistré, à savoir, je ne veux plus jamais entendre parler de ce genre d'usine près de chez moi. Comment, en fait, quand on a son père qui travaille dans une usine qui les a fait vivre, qui les a nourris, puisqu'en fait, on apprendra dans l'épisode 2 qu'AZF a eu un impact énorme pour le sud-ouest de la France. En fait, ça a été la construction d'engrais. C'est grâce à ça qu'il y a eu l'agriculture intensive, qu'aujourd'hui on dénigre et qu'on dénonce. Mais à l'époque, on sort de la guerre, il y a des famines, donc on a envie de bien manger. Donc on va construire ces usines pour justement que le sud-ouest devienne un peu le verger de la France, ce qui deviendra ensuite. Oui. L'usine, elle a été construite bien avant, en 1926. Oui, en 1926. C'était pour fabriquer des nitrates qui servaient aux explosifs et à la défense. Voilà. C'est juste, En 1926, c'est ça. En fait, le traité d'AZF des nitrates, c'est un traité qui est voilà, sur l'ammoniac synthétique qui vient de BASF, en fait, l'Allemagne, voilà, qui est dans le traité de Versailles. En fait, il y a une petite annotation dans le traité de Versailles, donc à la fin de la guerre de 14-18, qui dit que les Allemands doivent donner ce traité d'engrais chimiques à Toulouse, parce que c'est loin, évidemment, de la frontière allemande. À l'époque, on ne savait pas s'il y aurait une autre guerre ou pas. Donc c'est comme ça, et parce qu'également, effectivement, il y avait la poudrerie à l'époque, qui est publique.
Donc il y avait des terrains nationaux. Et c'est en Suisse qui est devenu l'ONIA, et l'ONIA, Office national, donc c'était public, effectivement. Donc voilà, sans rentrer dans les détails. Juste pour dire qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, sur le site, il y avait 30 000 personnes qui travaillaient pour l'effort de guerre. Donc en 1918, tout ça, il y a une grande partie de ces personnes qui sont revenues chez eux. Et donc il y a toute une partie qui était sur le bord de Garonne, qui ne servait plus à rien. Et dont l'objectif, c'était d'avoir des voies de chemin de fer qui étaient... C'est ça, des voies fluviales également. Il y avait tout un aménagement qui facilitait l'implantation à Toulouse, et d'autant plus que c'était loin des frontières allemandes. Voilà, c'est ça. Voilà. Sans rentrer dans tout ça. Effectivement, non, voilà, moi je reste juste sur la fabrication par rapport aux étudiants, mais effectivement, ça c'est dans l'épisode 2. Du coup, ça m'a un peu fait perturber. Non, c'est pas grave, mais c'est ça, effectivement. Tout ça pour dire que le scénario, voilà, on a travaillé avec ces scénaristes parisiennes et belges, enfin qui vivent à Paris toutes les deux, sur la base comme une fiction. C'est-à-dire, on avait nos personnages réels, tout le monde est réel, donc c'est ce que je vous disais. Clara, la comédienne, c'est son prénom, et donc cette voix plurielle de plusieurs personnes, en fait. Il y a une quinzaine de jeunes qui ont perdu leur père. Il y avait des femmes enceintes, enfin, il y avait plusieurs personnes qui attendaient un enfant ou qui avaient des petits. Et on a nous-mêmes, en fait, contacté et rencontré une jeune femme qui a bien voulu témoigner au départ, en fait, qui était censée incarner Clara. Et en fait, c'est un traumatisme assez douloureux, toujours. Et on a senti que cette douleur ne céderait pas, en fait, et ne serait pas aidée d'une caméra. Donc c'est là où on a décidé de faire rentrer la fiction. Et la fiction est assez géniale, parce qu'effectivement, ça permet de libérer plein de choses. Deux, c'est une narration nous, personnellement, on a adoré. Et en fait, ça donne aussi un côté très poétique. C'est vrai qu'on parle souvent d'AZF, c'est quelque chose de chimique, de compliqué, de technique. Et en fait, on voulait malgré tout raconter cette histoire de façon poétique, alors sans rentrer dans la poésie qui n'a rien à voir là. Mais c'est de se dire qu'on peut parler aujourd'hui de choses très concrètes en les racontant différemment. Alors justement, tu parlais de Clara, et c'est vrai de cette partie fiction. Irena, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'aspect production? Parce que donc il y a plusieurs pans dans cette série documentaire. Et la production d'un documentaire, c'est pas la même chose que la production d'une fiction. Donc voilà, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ça et de comment ça s'est articulé, s'il te plaît? Oui. Alors moi, je suis arrivée un peu tardivement sur la production parce que je suis arrivée au mois de mars et que les tournages commençaient 2 semaines après. Donc j'ai pris un peu le train en route. Il y a eu une première partie de tournage des interviews, donc tournage documentaire en équipe plutôt légère, juste avec un chef électro. Et puis c'est Juan qui filmait, Sandrine au son, et on avait juste un collaborateur artistique, donc c'était et une maquilleuse. Donc c'était plutôt léger. Et après est venu le mois de mai où on a dû tout tourner en 5 jours, toute la partie fictionnée. Donc gros challenge. Si vous avez pu voir dans le premier épisode, le hangar était totalement vide. C'était un hangar désaffecté. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de toilettes. Il n'y a rien en fait. Donc, et puis c'était le Covid et donc tout était fermé. Voilà, donc très pratique. Donc il y a eu un gros challenge. Donc déjà l'équipe beaucoup plus importante, équipe technique avec un directeur de la photographie cinéma, parce que c'était voulu de la part des réalisateurs d'avoir vraiment une image cinéma. Et puis un gros travail au niveau de l'éclairage qui a coûté assez cher d'ailleurs. En termes de budget, vous pouvez voir ces grands draps blancs qu'il a fallu éclairer, donc avec des énormes rétroprojecteurs. Et puis voilà, après, organiser un tournage 5 jours dans un hangar comme ça, c'était un gros challenge. Heureusement, il y a eu une super équipe. Ils ont fait des tournages de nuit, des fois ils tournaient la nuit, le jour. Enfin voilà, ça a été une semaine un peu de folie. Et voilà, donc il va y avoir un peu de retournage là en fin de semaine qui viennent s'organiser. Mais ce qu'on peut dire, c'est que en termes de fiction, on est sur
sur une boîte de production qui fait plutôt du documentaire, qui tout d'un coup arrive dans cet univers-là où il y a tout à construire en 5 jours, que ça a été un gros challenge, mais je crois que ça s'est quand même finalement bien passé, parce qu'il y a eu la bonne volonté de tout le monde aussi. C'est ça, nous c'était notre baptême du feu, mais j'avoue qu'on a adoré, parce qu'effectivement, on s'est retrouvés enfermés dans ce hangar de la cartoucherie nuit et jour, c'est vraiment ça. Et avec des contraintes qu'on n'avait pas imaginées, comme effectivement le fait qu'il n'y ait plus d'électricité. Donc il a fallu louer un groupe électrogène quand même, ça c'était pas du tout prévu. Faire passer les câbles par-dessus les lampadaires, faire venir des toilettes. Ouais, faire venir des toilettes parce que du coup il n'y avait aucun café-restaurant, rien du tout. Donc il fallait bien qu'on fasse pipi. Organiser une régie il aussi. A fallu louer, voilà, régie, il a fallu enfin c'était un truc pas possible. Mais en fait je pense que ça nous a unis, ça a été super chouette. Et enfin, vous demanderez à Elisa, parce que je crois que ça a été aussi un baptême du feu pour elle. Et en fait, on s'est tous entraidés au maximum et on a essayé de tourner au mieux et au plus vite. Et même pour nous, en tant que documentaristes, c'était nouveau parce que nous, en général, on met une caméra, éventuellement on fait des entretiens qui sont un peu plus posés, etc. Mais sinon, ça va vite. Alors que là, quand il fallait faire 10 fois la prise, parce que justement, Clara devait regarder à droite ou à gauche, on se disait, mais comment ça se fait que ça mette autant de temps donc voilà, ça c'était toute la partie rigolote, mais c'était vraiment super. Après, le décor, on a tout voulu faire en décor naturel. Donc, ce hangar que vous voyez, c'est la cartoucherie, c'est à côté du Zénith. En fait, il est perpétuellement en attente de travaux. Donc, heureusement pour nous, il n'était pas encore en travaux. Donc, on a pu l'avoir comme ça, dans son jus magnifique, en fait. Mais le gros challenge, c'était comment éclairer une surface aussi immense. 180 mètres de long. Voilà. Quand on arrive sans électricité. Précise, Irina. Elle s'en souvient. Et justement, je voulais revenir sur les décors parce que c'est vrai qu'il y a quand même un challenge. C'est vous avez comme projet, vous avez toujours comme projet donc une série sur un décor qui, par définition, a été détruit. Donc, vous, comment ça s'est posé à vous? Qu'est-ce que vous avez recherché comme décor pour recréer cet espace qui n'existe plus, effectivement? En fait, pour que Clara raconte l'histoire aux autres et à elle-même aussi, en fait, elle revient sur cette enquête historique. Et en fait, elle s'immerge, elle se crée un peu son antre dans un hangar, un peu comme un symbole, puisque le hangar qui a explosé, c'était un hangar, il n'avait rien à voir avec ça. Hein. Mais on s'est dit que c'était intéressant qu'elle se retrouve elle-même dans un hangar, c'est la première fois qu'elle retourne à Toulouse, 20 ans après l'explosion qui a tué son père. Et elle revit en fait tout ça, parce qu'évidemment, quand on a 5 ans, 4 ans, enfin, on ne sait pas quel âge elle avait à l'époque exactement, mais on ne se souvient pas de tout ça. Elle sait évidemment qu'elle a perdu son papa, elle ne se souvient pas dans les faits ce qui s'est passé exactement. Donc en fait, elle revit tout ça. Donc il y a un gros travail d'archives qu'elle va regarder. C'est pour ça qu'on a visualisé aussi, elle regarde les archives à travers une télé de 2001, hein, vraiment précisément. On est allé la chercher aussi, je ne sais plus où, un soir aussi. Enfin, voilà, dans la télé. Ensuite, il y avait cette opposition, donc on a voulu, qui devient pour elle presque des archives aussi, c'est ces entretiens qu'on a filmés, une personne de l'intérieur, une personne de l'extérieur, qui sont diffusés sur ces grandes voiles qu'on a hissées. Donc là, elle découvre ça. Et elle, en fait, on le comprendra après, elle écrit à son père, en fait. Elle lui laisse des traces de ce qu'elle ne trouve pas. Donc, elle écrit à son père dans un cahier pour lui donner ses impressions. Et donc, elle est dans ce hangar, elle va faire une sorte de sanctuaire, en fait, un musée qui n'existe pas, une reconnaissance qui n'existe pas de la catastrophe à Toulouse. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si dans vos amis, mais très peu de personnes sont au courant de ce qui s'est passé à Toulouse, et il n'y a rien qui l'indique. Quand on vient en tout cas de passage, elle fait ça. Donc on voulait vraiment ce hangar en tant que tel, qui est son antre à elle. Ensuite, comment on reconstitue l'usine AZF puisqu'elle n'existe plus? Là, on a eu l'idée de passer par une maquette. Donc là, c'est les studios La Ménagerie qui ont fait cette magnifique maquette. En fait, on a discuté avec le fondateur de La Ménagerie qui s'appelle Marc Ménager, qui est un artiste, et on lui a parlé beaucoup du verre qui revient tout le temps, les morceaux de verre qui ont explosé, tous ces débris de verre qu'il y a eu, les blessés qu'il y a eu dans la ville. On lui a parlé du verre. Il y a aussi ce côté transparence, dans quel sens Total a été transparente ou pas, enfin, l'État, les politiques, enfin tout ce côté transparence aussi qui nous intéressait. Et Marc Ménager nous a dit, je vais essayer de la reconstituer en verre, en fait, cette maquette.
Et donc, l'idée, c'est que ça ne soit pas une maquette hyper détaillée, qu'on sache exactement où était quoi. Ce n'est pas du tout l'objectif, puisque ça reste une évocation. C'est dans la tête de Clara. Quand elle pense à cette usine, à l'usine de son père qui les a nourris, etc., elle voit cette usine qui était nourricière, qui était belle, qui était un peu comme ça poétique et qui a pu devenir meurtrière. Donc, c'est pour ça qu'elle ferme les yeux, elle a ce souvenir, c'est juste une évocation. Et donc, la maquette a entièrement été réalisée en verre par Marc Ménager. Et ils ont filmé dedans. Enfin, c'est super beau. En tout cas, on a adoré le travail qu'ils ont fait. Et après, nous, tout notre rôle de réalisateur avec Juan, ça a été de dire qu'on voulait l'éclairer de telle ou telle façon, enfin, faire rentrer de la fumée, etc. Ça, c'est le côté aussi super sympa d'assister à des tournages au sein de la ménagerie. Alors, la maquette, on va la voir tout à l'heure. Il y a un autre décor que vous avez utilisé, c'est le Grand 7 qui a ouvert récemment à Toulouse. Alors, ça aussi, je voulais que tu nous parles un petit peu de l'expérience. Là, vous voyez dans la petite vidéo un reportage de M6 sur le Grand 7 pendant votre tournage. Donc, j'ai capté, j'ai juste gardé les minutes où on vous voit. Donc, ça fait partie des autres décors. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Et puis peut-être, voilà, je sais que là, on a vu dans le premier épisode donc, le hangar, le Grand 7. Est-ce qu'il y a d'autres décors à Toulouse que vous avez utilisés, qu'on n'a peut-être pas encore vus? Voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Alors, le Grand 7, c'est effectivement un nouveau studio pour tourner dans des avions. En fait, c'est pas facile de tourner dans un avion. Et là, en plus, en période Covid, on s'est vraiment posé cette question. C'est-à-dire que nous, quand on a écrit que Clara revient des années après à Toulouse, elle arrive en avion, puisqu'en plus, les avions passent au-dessus du site SDF, donc on trouvait ça assez symbolique qu'elle passe au-dessus. Et en fait, on s'est dit, mais comment on va tourner ça? En fait, il va falloir aller à Paris, il faut demander un avion, tout le monde doit être masqué, on ne peut pas déplacer les gens, enfin, c'est hyper galère. Et on a su qu'il y avait ce studio qui vient de se monter, c'est ça, à Toulouse? Oui, à Colomiers, exactement. À Colomiers, exactement. Ça s'appelle le Grand 7. Et en fait, c'est un bout de fuselage d'avion, réel, et qui est génial parce qu'en fait, il se combine comme on veut. C'est-à-dire, on voit là, effectivement, il y avait un tournage d'M6 à ce moment-là, parce que justement, ça allait être inauguré. C'était inauguré, d'ailleurs. Ce qui fait que nous, on a bénéficié de ça, parce que c'est assez compliqué de leur demander d'installer entièrement ce fuselage, parce qu'on peut tout choisir, première classe, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs de siège, tout est modulable, la lumière, enfin c'est assez génial. Hein. On dit on veut plutôt rose, plutôt ci, plutôt ça, tout, ils changent tout. Donc ça c'est super, mais ça coûte très cher. Et nous on reste quand même dans une dans une économie de documentaire. Donc on a profité du fait que ça soit l'inauguration, 2 qu'M6 venait faire un tournage, et on a dit ok, nous si on peut prendre le studio tel quel, ça nous va. Et ça nous a sauvé la mise parce que ça fait grosse production, on a l'impression qu'elle est dans un super avion. Alors qu'effectivement, on voit ces 3-4 rangées dans un bout d'avion au tournage de Colomiers. L'alternative qu'il y avait aussi, ça aurait été de tourner au musée Aéroscopia. Oui, qui était une bonne alternative d'ailleurs. Qui nous proposait, parce que comme c'était en temps de Covid, ils n'avaient pas de visite, donc on aurait pu tourner là-bas. Et finalement, on a réussi à négocier le Grand 7, donc c'était quand même plus confort parce que vraiment fait pour les tournages. En tout cas, ça fait assez spectaculaire, effectivement, quand on commence par ces images. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou est-ce que je continue? N'hésitez pas. Hein. Ouais, une question. Alors, je ne sais pas, du coup, s'il n'y a pas de micro, je pense qu'on ne va pas l'entendre, c'est ça? Vas-y, parle, essaye fort. Bon, il faut parler fort. C'est très bien, c'était ta prochaine question. Hein. Oui, okay. C'était une de mes prochaines questions, mais c'est bien. Donc, sur les archives, en fait, il y a effectivement un gros travail d'archives. C'est-à-dire que nous, on a regardé toutes les archives qu'on pouvait. En fait, on savait, pour la petite histoire, ça ne va pas me rajeunir, mais moi, j'ai commencé à travailler le 3 septembre 2001. J'ai été embauchée à l'époque par M6, qui était la petite chaîne locale, qui avait une antenne locale à côté d'Air France aujourd'hui. Enfin, ça n'existe plus. C'est une salle de sport à la place, voilà. Et donc, je savais, parce que je travaillais comme journaliste à ce moment-là, qu'il y avait évidemment des télés et que tout le monde avait filmé ça. Donc, il y avait notamment une chaîne locale qui s'appelait TLT, Télé Toulouse. Donc, dès le début, on a cherché à savoir où étaient ces archives de TLT, qui est une chaîne qui n'existe plus.
Et comme c'était une chaîne municipale, en fait, on est allé aux archives municipales. Et ça, c'était en septembre dernier. On leur a demandé où étaient les archives de TLT. Ils nous ont dit elles sont là, mais elles sont dans un carton. Et on les a jamais regardées. Et donc on s'est dit, nous, ça nous intéresse. Donc en fait, ils ont accepté qu'on ouvre ce carton, qu'on regarde des heures et des heures d'archives. Et ça a été une sorte de donnant-donnant, c'est-à-dire qu'on leur a numérisé, parce qu'aujourd'hui, pour effectivement des cassettes dans un carton, ça ne sert pas à grand-chose. Donc on leur a numérisé pour que d'autres personnes puissent y avoir accès. Et nous, ça nous permettait de réutiliser des archives de TLT. Ensuite, il y a France 3. France 3 est placé vraiment pas très loin d'AZF. Et ils ont été les premiers à être sur place parce qu'ils savaient tout de suite ce que c'était et qu'ils voyaient en plus le nuage. Donc il y a eu des images de France 3 qui a conservé aussi une partie de ces images. Donc là aussi, avec votre camarade Elisa, on a passé pas mal de temps dans les sous-sols de France 3 à numériser les cassettes et à regarder aussi toutes les cassettes. Et ensuite, il y a aussi des documents amateurs, où aussi il y a un petit film qui a été fait par un documentariste qui s'appelle Marc Kahn, sur lequel je suis tombée un peu par hasard, d'ailleurs complètement par hasard. Mais bon, Agnès Varda dit toujours que le hasard est notre meilleur assistant, mais là, en l'occurrence, c'était vrai. J'ai croisé Marc Kahn dans un magasin de photos vidéo, Numéri-Photo, pour ne pas le citer. Et en fait, il m'a dit qu'il avait fait un documentaire il y a longtemps, mais un tout petit truc. En fait, il était chez lui, il a entendu ça, il a pris sa caméra et il a filmé, en gros, sans savoir ce qui se passait. Donc il part comme ça et les images sont dingues parce que c'est notamment l'interview du monsieur qui a récupéré un blessé dans son camping-car et il a accepté de nous céder une partie de ses rushs. Et pour nous, en fait, c'était très important de travailler sur les archives comme un personnage en soi. C'est-à-dire qu'on va découvrir tout ce qui s'est passé, on en a vu certaines, mais on a voulu vraiment que ça soit un gros travail d'archives, mais pas dans le sens archives chiant. Enfin voilà, le côté, on va les dépoussiérer aussi, on va les rendre vivantes, on va essayer d'aller dans les rushs des cassettes pour montrer les choses qu'on n'a pas montrées. Et ça, c'est un énorme boulot, c'est vrai. Il y a des archives de l'INA aussi, et les archives de l'INA aussi, bien sûr. Il y a l'INA qui existe, qui a aussi une plateforme en ligne qui est super bien faite. Donc il suffit de taper ce qu'on cherche, mais tout n'est pas numérisé. Et dans ce qui est numérisé sur l'INA, essentiellement, c'est ce qui a été diffusé. Et nous, souvent, on aime bien aller dans les à côté, trouver les petites poignées avant, après. Et pareil pour l'INA Radio. Je suis aussi allée, en fait, il y a une base de l'INA Radio à la médiathèque, dans l'arche de la médiathèque. Et là, j'ai réécouté aussi tous les flash infos, parce que c'est intéressant de voir qu'en fait, au début, on ne sait pas trop ce qui se passe, qu'on parle de plusieurs explosions, d'un attentat, d'une série d'explosions, d'un centre commercial qui explose. Donc tout ça, on le monte aussi progressivement. Donc il y a effectivement un gros travail d'archives. Ouais. Oui, puis c'est vrai que là, 20 ans après, on l'oublie parfois un peu, mais c'est 10 jours après le 11 septembre, les tours jumelles. Et c'est vrai que moi, à l'époque, j'étais pas à Toulouse, mais je suis de Toulouse. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y a eu l'idée, en fait, on l'entend à un moment, c'est un avion, c'est un attentat, c'est la même chose qu'au World Trade Center. C'est ça. Il y a eu aussi toutes ces effectivement. C'était pile 10 jours après, donc les gens l'avaient vécu, l'avaient vu en direct à la télé. Donc là, une des premières, ça a été le premier réflexe en fait. La majorité des gens disaient mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous? Qu'est-ce qui se passe à Toulouse? Et alors, je voulais quand... Ah pardon. Allez-y. Pour rebondir sur la question précédente, je voulais savoir au niveau des images d'archives, si elles avaient eu beaucoup d'influence sur la narration, sur l'écriture. Oui, en fait, on a vraiment écrit. Alors en fait, on s'est fait un espèce de pilier archive, un pilier fiction comédienne, un pilier entretien avec les 2 entretiens et un pilier maquette. Et en fait, on a écrit les 4 et après, l'idée, c'était de les remettre ensemble dans un épisode en les distillant. Alors évidemment, le premier, on voit un peu plus Clara. En fait, on est obligé d'expliquer aux spectateurs quel va être notre dispositif, qu'est-ce qu'on va lui montrer en fait. Donc on est obligé de lui dire, voilà, c'est elle qui va raconter l'histoire, d'expliquer le dispositif avec le hangar, elle dans son antre, ensuite le fait qu'elle passe à travers la cassette VHS dans un magnéto pour parler des archives et d'avoir ces archives, etc. Mais oui, on a écrit les archives en tant que telles. Ça, c'est un travail qui se fait plutôt
au montage, on va dire, c'est-à-dire nous, on les a classées par jour, ce qu'elles veulent dire. Mais l'idée, c'était de trouver une narration qu'elles se tiennent toutes seules, en fait. Ça, c'est la meilleure des options. Et on est aussi bien aidé par la musique d'Olivier Cussac qui apporte cette atmosphère. En plus, on essaye aussi, en fonction des 4 piliers dont j'ai parlé, qu'il y ait une musique aussi différente qui s'accorde à chacun. Et alors, je voulais juste revenir sur la maquette. Effectivement, donc on le voit là, c'est pas les images c'est les images du teaser, mais effectivement, dans le premier épisode, on voit aussi ce petit bonhomme qui déambule et ça nous aide à suivre un peu le trajet qu'il a effectué et qu'il a finalement sauvé de la mort. Et donc effectivement, il y a un mélange, il y a la maquette, il y a une partie animation. Donc voilà, comment vous avez appréhendé ça? Et pareil, Irena, toujours la même question, hein, au niveau de la production, comment ça se gère aussi? Effectivement, ça a un coût aussi. Voilà, comment ça s'est passé? Moi, je peux juste parler du coût qui est très élevé. Oui, voilà, c'est pour une maquette en verre comme ça, c'était 26 000 €. Et encore, je pense qu'on n'a pas payé très cher, parce qu'il en était sympa. Voilà, mais c'est cher. En fait, c'est assez fédérateur, le projet AZF est assez fédérateur à Toulouse. Ça, pour nous, c'est génial. C'est-à-dire que nous, on avait une envie folle de faire cette série documentaire et on a rencontré que des intervenants qui avaient envie à fond de faire ce film-là, en fait, pour raconter ce qu'ils avaient vécu. Enfin, la majorité sont toulousains. Et donc ça, c'est super parce que quand il y a une envie commune, et la force est décuplée. Et donc c'est vrai qu'ils ont fait un prix parce qu'effectivement, l'animation fait partie du coût le plus important. Avec les archives, parce que les archives, en fait, on en parlait tout à l'heure, mais il y a plus ou moins... Enfin, les archives INA sont très chères, par exemple. Et c'est ce qu'on sait peu, mais en fait, les archives INA, souvent, l'INA, c'est ça qui est génial, c'est qu'elle recompile toutes ces archives-là, mais au bout d'un certain temps, c'est-à-dire c'est 10 ans, je crois, les archives appartiennent à l'INA, en fait. Donc, même si c'est les archives, quand elles tombent dans l'INA, il faut souvent les repayer à l'INA, sauf s'il y a des partenariats. Donc, ça, en fait, ça, c'est nous, en tant que juste documentaristes, c'est des coûts à prendre en compte. On se dit, à un moment, on va peut-être pas pouvoir, faire un film que d'animation, 2, que faire un film d'archives. Donc, c'est aussi une espèce de système D. Donc, comment on combine et on mélange tout. 2, pour pas non plus que ça nous coûte un bras et que voilà, le film puisse se faire, parce que c'est ça aussi. Et par rapport au coût de l'INA, il y a eu aussi le fait que donc c'est France 3 Occitanie qui s'est d'abord positionné, puis ensuite France 3 National. Donc du coup, c'est pas le même prix quand c'est France 3 Occitanie pour l'INA ou quand c'est France 3 National, parce qu'on est sur un diffuseur national. Donc du coup, ça a augmenté le coût sans qu'on ait plus d'archives. C'est ça, voilà. Donc c'est bien pour la diffusion, ça va être plus vu, mais et voilà. C'est un budget 360 000. Ce qui pour nous est énorme parce que je vous dis, on fait plutôt du cinéma, du réel, documentariste, tout tranquillou. Et voilà, donc. Mais en fait, si on divise, ça ferait 2,52 minutes. Donc, exactement. En fait, en soi, c'est pas non plus un budget phénoménal. Et après, il y a beaucoup de guichets en fait dans ce genre de documentaire. Donc on le dépose dans plusieurs guichets. Et il y a des aides et des subventions. Donc en l'occurrence, on a eu la métropole pour la métropole de Toulouse, on a eu la région Occitanie, la ProCirep qui est aussi une subvention des réalisateurs, des producteurs. Le CNC. Et le CNC, oui, bien sûr. Ouais, le CNC en priorité, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Ouais. D'une façon générale, c'est vrai qu'on fait rarement un film pour soi, c'est pour qu'il soit plus vu au maximum. Après, c'est le schéma classique d'un documentaire, c'est-à-dire qu'avant quoi que ce soit, il faut un diffuseur pour tout. Et même pour le goût de la politique qui sera en avant-première jeudi, bon là, il se trouve que le diffuseur s'est un peu écroulé en cours, mais bon, voilà, on va dire que la première des démarches à faire quand on est auteur d'un documentaire, c'est normalement de chercher un diffuseur. Et en fait, une fois qu'on a le diffuseur, quel qu'il soit, ça peut même être une toute petite chaîne. Il y a l'exemple d'un film d'animation qui s'appelle J'ai perdu mon corps, qui est allé à Cannes, etc. Et en fait, il a eu une toute petite chaîne qui s'appelle, je crois que c'est la chaîne 7 à Bordeaux. Et juste par ça, ça ouvre les guichets, et après, on va chercher des subventions, etc. Oui. Ouais.
Oui. Le Sunnyside. Alors ça, c'est vraiment un gros marché, c'est-à-dire que c'est même pas un festival. J'y suis allée régulièrement et on se sent toutes petites fourmis parce que c'est des énormes... Enfin, déjà, il y a tous les plus gros diffuseurs internationaux. Donc toutes les chaînes françaises hertziennes, voilà, ils sont tous là. Et chacun vient se présenter. Il y a, par exemple, lundi dernier, c'était le line-up de France Télé. Donc dans l'intégralité, France Télé arrive et présente tout ce qu'ils font, tout ce qui se fait. Donc là, c'est vrai qu'ils ont voulu communiquer pour France 3 sur le premier épisode d'SZF. Donc nous, on était super contents d'être comme ça, un peu en tête de gondole. Mais ils vont montrer aux autres producteurs internationaux ce qu'ils font. Et en fait, il y a aussi des sessions de pitch. C'est-à-dire que certains viennent proposer des sujets, il y a des thématiques. Et puis, il peut y avoir, je ne sais pas moi, un producteur hongkongais, je ne sais pas, allemand... chinois, enfin peut-être pas là en ce moment, mais qui vient dire moi ça m'intéresse et qui rentre après dans les budgets. Mais là pour le coup c'est un marché, quoi, vraiment un gros marché. Ouais, en général c'est plutôt quand même les producteurs qui y vont. Exactement, c'est le producteur. En tant qu'auteur vous pouvez y aller aussi, mais honnêtement si vous arrivez juste avec un petit projet comme ça va être compliqué de... Après vous pouvez y aller effectivement en tant qu'auteur à la recherche de producteurs. En plus, en tant qu'auteur, vous avez des tarifs préférentiels pour vous accréditer parce que ce genre de marché, c'est quand même assez cher. On parle d'accréditation autour de 350-400 euros. Mais pour les auteurs, il y a des tarifs, je crois que c'est autour de 50 euros, quelque chose comme ça. Et vous pouvez aussi y aller pour justement essayer de rencontrer des producteurs un petit peu au détour d'un couloir, dans une cafétéria, présenter votre projet. C'est pas évident d'avoir des rendez-vous de prime abord. Voilà. C'est pour ça que là, cette année, c'était une version numérique. Parce que le hall où a lieu d'habitude le Sunnyside était transformé en vaccinodrome. Et voilà. Donc c'est ballot parce qu'au niveau du déconfinement, ça aurait été possible. Il aurait pu avoir lieu de fait. Mais donc il n'y avait pas de locaux, donc c'était tout en numérique. Et c'est vrai que là, c'est beaucoup moins intéressant parce que souvent les rencontres se font de manière un petit peu informelle. Voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est vraiment un endroit... très intéressant. Nous, la région Occitanie Film, on a un stand là-bas pour accompagner les producteurs et productrices de la région. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de projets qui trouvent ou coproducteurs ou diffuseurs au Sunnyside of the Dock. Donc c'est vraiment un événement à suivre. C'est que documentaire, le Sunnyside, c'est pas fiction. Sinon, il y a un marché du film à Cannes pour la fiction, mais c'est que documentaire. C'est que documentaire et il y a une partie aussi nouvelles écritures. Le Pixie, qui est adossé au Sunnyside. Et voilà, c'est vraiment effectivement un événement assez majeur au niveau du documentaire. Et je voulais... donc on a parlé pas mal des archives. Ah, allez-y. Les financeurs, c'est qui? C'est la région? C'est la mairie? Vous en avez quelques-uns là affichés à l'écran. C'est d'abord les producteurs en fait. Donc c'est ça, les films du Sud, VO Productions, France 3. Et effectivement, après, donc là, c'est autre chose. Après, c'est tout ce qui est guichet, subvention, ou voilà, en fonction des comités de lecture, le film est aidé ou pas. Et donc là, oui, il y a la métropole, il y a la région, la ProCirep, et du coup, le CNC qui est via les films du Sud, en fait. Et donc, je voulais qu'on parle un petit peu du montage. Alors, n'hésitez pas à lever la main, mais parler du montage et de la post-prod, parce que donc là, vous avez, ça a été aussi un schéma assez particulier, puisque vous avez commencé le montage alors que le tournage était encore en cours. En parallèle, il y a donc Olivier Cussac, qui est un compositeur toulousain qui compose beaucoup pour les productions de TAT, que vous connaissez peut-être, Les As de la Jungle, etc. Donc, Olivier Cussac qui compose. Donc, une production très toulousaine, vous l'aurez remarqué, la ménagerie Tournefeuille. Voilà, comment se passe l'agencement de tout ça au niveau de la post-prod. Voilà, est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu cette partie-là? C'est vrai que là, il y a une sorte de marathon de folie, il faut bien le dire, parce qu'en fait, effectivement, si on les met bout à bout, ça représente 52 minutes. Donc, on va dire que France 3... nous fait un oui définitif juste avant Noël, là. Donc, en fait, il faut faire 52 minutes en 8 mois. Ce qui, normalement, en fait, 52 minutes prend en général un an.
Donc on va dire que comment faire rentrer en 8 mois ce qu'on devrait mettre en 2 ans, c'est pas grave, on a relevé le défi et donc on fait un peu tout en même temps avec, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, heureusement une énergie décuplée et plein de gens super qui participent à tout ça. Donc en ce moment, c'est pour ça que Juan n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est en train de monter l'épisode 3. On finalise le 2 et on fait le 3. Donc on est en montage en ce moment jusqu'au 10 août, je pense. En même temps, moi je fais rien. Olivier Cussac fait la musique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a des petits bouts comme ça, en fait, on lui fait des propositions. Déjà, on lui a beaucoup discuté, ce qu'on voulait, etc. On a vu avec lui. On lui envoie des propositions de films. Et lui, la nuit, en fait, c'est surtout ça. On lui envoie genre vers 21h, 22h. Il regarde, il se dit bon, voilà. Il compose et le lendemain ou le surlendemain, il nous envoie sa proposition musicale. Donc ça, c'est assez génial. En fait, on a tous les jours des découvertes comme ça. En ouvrant son mail, on a des nouvelles musiques qui arrivent. La ménagerie, c'est presque pareil. C'est en simultané, c'est-à-dire qu'on s'est focalisé sur l'épisode 1. Là, ils sont en train de faire l'animation de l'épisode 2 et 3. La maquette, pour le coup, est entièrement faite et voilà. Et pas détruite, parce qu'on pouvait pas on voit à un moment qu'elle est détruite, mais c'est juste un petit bout, parce que sinon, c'était pas possible. Et là, on se rend compte que finalement, la proposition fiction avec Clara marche bien. Donc, d'où le fait qu'on va faire quelques petites retouches parce qu'on a utilisé beaucoup de plans qu'on ne pensait pas. Hein. Là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous, on débute avec la fiction, donc on pensait que ça serait tout bien pour les 4 épisodes. Et en fait, non, il nous manque des petits trucs. Donc, on va essayer de retourner ça la semaine prochaine. Et jeudi prochain. Ah oui, pas demain. Donc, quand même. Donc voilà, tout se fait en même temps. Vous dire que je suis cernée un peu, voilà, un peu fatiguée, mais en même temps l'énergie est là, le projet est super et donc ça donne des ailes, on va dire. Alors est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. Non, jeudi prochain. Combien de temps en montage? Il nous reste de temps, tu veux dire? En fait, on a commencé une partie de montage alors qu'on était encore en tournage. Donc ça, c'était un petit peu compliqué, mais notamment tout ce qui était archives. C'est-à-dire les mettre bout à bout, essayer de faire vivre les archives toutes seules. On va dire qu'en tout, normal, on a... combien de semaines on a en tout? Je ne sais même plus quelle journée, donc... d'avril. C'est Irina qui tient la barre. Ouais. Je crois que ça fait 15 semaines. Je crois que c'est à peu près ça. 15. Ce qui est beaucoup en fait, parce que normalement c'est un peu moins. Après, on a aussi du montage son, parce qu'il y a beaucoup de travail sur le son, notamment des archives, parce que c'est toujours un peu crado. Tu vois, il faut reprendre tout ça. Donc il y a pas mal de choses à faire. Et le mixage de la musique qui est en même temps, quoi, qui est composé en même temps. Donc en gros, on va dire que la post-production, elle a commencé en même temps que le tournage. Ça, c'était pas prévu, mais on s'est adapté. Il faut dire aussi qu'il y a eu un moment où on pouvait rien faire avec le Covid, y compris les archives. C'est-à-dire que les archives étaient bloquées. Nous, on s'est retrouvés enfermés dans des archives, pour la petite histoire, dans une salle, parce qu'en fait, ça allait fermer et qu'il n'y avait pas d'accès. Ils ont été hyper cool et ils nous ont laissé une petite salle où on était là avec nos magnétos à prendre ces petits bouts-là. Mais il y a pas mal de choses qui ont été ralenties. Après, tout s'est fait en même temps. Voilà. Donc là, on va dire qu'en tout, c'est effectivement 16 semaines de montage. On essaye. L'idée, c'est d'essayer de ne pas trop retoucher quand c'est fait. Bon, là, on va retoucher un petit peu le 1. Mais voilà, normalement, dans qui le 2, 3, 4, ils sont tous censés être finis pour le 12, 13 août, un truc comme ça. Parce que du coup, en septembre, ça fera 20 ans. Eh bien oui, en septembre, c'est 20 ans. Il y a une avant-première aussi qui sera, je crois, pour l'instant, la date est le 14 septembre à la Cinémathèque, je crois. Enfin bon, ça, je ne sais pas sûr. Et après, diffusion aux alentours du 21 septembre. L'idéal, ça serait que ce soit la soirée du 21 septembre. Et l'idée, juste par rapport à la diffusion, c'est effectivement d'avoir, puisque donc 4 épisodes de 26, est-ce que ce sera diffusé sur 4 soirées ou une soirée? En fait, l'idée, c'est d'en faire une soirée thématique, une seule, pour les diffuser à la suite. Après, l'avantage aussi, c'est qu'il va être sur la plateforme, normalement, France Télé.
Donc c'est pour ça qu'on n'était pas tant tenu qu'il fasse 26 minutes. Celui-là, il fait un peu plus. Mais sur le web, on peut se permettre de dépasser les 30 minutes. Ça, c'est pas trop un problème. Mais pour que ça reste regardable, on va dire, dans son intégralité sur une soirée, c'est pas mal d'être dans cette durée-là, entre 26. Mais au départ, oui, c'est une soirée qui est censée être une soirée thématique sur AZF. Le 21 septembre, je suppose. C'est ça. Après, on va se retrouver avec la concurrence une nouvelle fois 20 ans après du World Trade Center, puisque dès le 11 septembre, il va y avoir plein de soirées spéciales à attentats américains, donc ça va bouchonner. Mais oui, aux alentours le 20 ou 21 septembre, c'est l'idée. Oui, alors peut-être derrière et puis devant. D'autres demandes pardon ? De diffuseurs. Sur d'autres plateformes, c'est ça ? S'ils vont essayer de diffuser sur d'autres plateformes de diffusion que France Télé ? En fait, le diffuseur, la personne qui le prend, donc là en l'occurrence France Télé, est propriétaire entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, à partir du moment où ils le prennent, on ne peut pas dire bon, on va aller ailleurs. Mais eux, dans un deuxième temps, éventuellement, peut-être une fenêtre. Voilà, ça peut être une fenêtre. Justement, ils peuvent avoir des productions autres, internationales aussi, ils peuvent l'ouvrir à d'autres, mais ça, c'est leur... pour le coup, c'est pas nous qui allons démarcher telle ou telle personne, sachant que chacun a son petit précaré, donc il y a des fois c'est possible, d'autres fois non. Ouais, j'imagine que la diffusion au Sunnyside, c'était peut-être aussi dans l'idée de le présenter à des diffuseurs internationaux. C'est ça, en fait, souvent c'est ce qui se passe, en fait, c'est que certaines chaînes aussi, pour avoir travaillé par exemple avec Arte, en fait, Arte souvent prend le documentaire, derrière ils peuvent l'ouvrir à LCP, donc dans une deuxième fenêtre, et éventuellement des chaînes étrangères. Et là, en l'occurrence, France Télé, pour l'instant, reste complètement propriétaire de la série. Et ensuite, évidemment, il peut y avoir des coproductions internationales, ça c'est ce qui se fait de plus en plus. Pour nous, c'est génial parce qu'il y a plus de personnes qui peuvent le voir. Le film peut circuler, mais oui, ça se fait pas mal. Mais dans un deuxième temps, une fois que la diffusion est passée... Mais pourquoi pas ? Après, les plateformes, si tu penses à Netflix ou ce genre de choses, c'est autre chose. C'est-à-dire que Netflix, il rentre au départ, mais vraiment tout au début du projet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver avec un projet fait pour qu'ils le prennent. Ils n'arrivent pas comme ça. Ils sont au départ. Et puis au niveau des droits, ils sont gourmands. C'est ça, ils sont gourmands et ils ont un cahier des charges très bien ficelé. Voilà. Alors, il y avait une question devant. Ouais. De France 3. C'est vrai que ça peut arriver. Alors là, pour l'instant, on a une chance énorme, peut-être parce que c'est un peu speed et que du coup, personne... mais là, on fait ce qu'on veut. Pour l'instant, on est là dans l'épisode 1. En fait, évidemment, on a ce qu'on appelle des visionnages. C'est-à-dire qu'en bout de course, régulièrement, en fait, on fait des petits visios et les gens me disent, bah non, là, ça va pas du tout. Mais là, tout le monde, pour l'instant, est content. Donc nous, on est contents aussi. Il faut juste que ça finisse dans les temps. C'est leur préoccupation. Là, la préoccupation actuelle est que ça finisse dans les temps parce qu'on est un peu à la bourre. Donc voilà. Mais à part ça, effectivement, ça peut arriver. Ça arrive malheureusement de plus en plus. Mais là, nous, il n'y a pas de problème. Après, on est aussi très, très proche de ce qu'on a écrit. C'est-à-dire qu'en fait, avant de proposer un projet comme ça, c'est pas un livre, mais c'est un énorme dossier. Enfin, je crois qu'il doit faire presque 80 pages, où on a tout écrit, nos intentions, le synopsis, les personnages, entre guillemets, ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait dire. Et franchement, pour l'instant, on n'est presque pas sorti de ça. Au niveau du dossier artistique, c'est vrai qu'on est entre un dossier de documentaire et un dossier de fiction, mais ça se rapproche beaucoup d'un dossier de fiction. Donc c'est quand même très écrit. Alors que c'est vrai que des fois, on vend un dossier documentaire et on part à côté, mais
Mais là, c'est pas trop le cas. C'est ça, c'est très écrit et nous on s'en sert beaucoup parce que ça nous fait avancer à grands pas. C'est-à-dire que là on a carrément un script en fait de où on va justement. Les archives arrivent là, la maquette arrive là. Dans cet épisode, Clara doit dire ça. Enfin voilà, c'est hyper écrit en fait et ça va plus vite aussi. Et il y avait une question là, oui. Non. Non. Ah non, la cartoucherie, on le paye. Non. On paye tout. Ben, en fiction aussi, quand même. Pour les salaires, on est à 100 000 €, à peu près, déjà. Les archives, ça coûte très cher. La musique, ça coûte cher. La maquette, ça coûte cher. Si, il y a beaucoup de choses, on ne se rend pas compte. Puis... C'est d'ailleurs un peu une blague avec le compositeur. En fait, au départ, il nous disait qu'est-ce que vous voulez comme musique. On a dit je sais pas, qu'est-ce qu'on peut. Il a dit on peut commencer par un instrument, puis si on a de l'argent, on mettra plus d'instruments. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que oui, en fait, dès que nous on s'en rend compte aussi, particulièrement sur cette série, la fiction coûte très cher. Donc oui, ça c'est et l'animation coûte très cher. Après, c'est normal, hein, c'est un boulot de dingue. Il y a aussi tout ce qui est graphisme sur on l'a pas trop vu parce qu'il y avait encore un peu la lumière, mais le générique, ça aussi, c'est un générique. Il y a des graphistes, enfin voilà, tout. Il y a aussi du voyage parce qu'on a fait venir des techniciens de Paris, voilà, certains. Pas techniciens beaucoup, de Paris, certains, on a tourné. La comédienne. Il y a de la location de matériel aussi. On a tout loué le matériel avec des optiques cinéma. Ça coûte très cher en fait. Et puis l'éclairage. Et l'éclairage. Éclairer donc ce fameux hangar, voilà. Parce que la caméra, je sais pas, les optiques c'était des optiques Sigma. Ouais, Sigma et Zeiss pour les interviews. Ouais. La FSX, la nouvelle, FX6, c'est ça. Avec optique Zeiss et Sigma qu'on a pris à Montpellier. En fait, on est allé chercher moi à Montpellier aussi. Il y avait une question au fond, monsieur. Complètement. Non, ça vraiment, c'est notre idée de base, c'est-à-dire que en tant qu'auteur, on se pose beaucoup de questions, et la première étant pourquoi j'ai envie de faire ce film, qu'est-ce que j'ai envie de raconter. Et effectivement, nous, en revenant en France, donc, puisque dans cette petite parenthèse, j'ai vécu donc 13 ans en Espagne, on avait envie de raconter la catastrophe d'AZF, mais donc 20 ans après, et voir qu'est-ce qui s'était passé. Et une des choses qui est le plus frappante, c'est ce que vous dites. Et c'est ce qui nous a questionné aussi, c'est-à-dire quand on arrive sur place, il y a 3 mémoriaux, un peu comme si on séparait les victimes, en fait, qu'elles soient à l'intérieur, à l'extérieur, sans trop savoir. Et même ces 3 lieux ne correspondent à personne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Alors que pourtant, il y a eu des procès, il y a eu 19 années de procès. Le dernier procès s'est terminé en 2019, personne ne le sait, en fait. Ou en tout cas, ça s'intéresse peu, c'est vrai. Et l'autre question était qu'à chaque fois qu'on demandait aux gens qu'est-ce qui s'est passé sur AZF, c'était toujours une sorte de... on ne sait pas, c'est hyper flou. Comme si... Enfin, ça nous a vraiment interpellés. On s'est dit, c'est quand même dingue, parce qu'en fait, on sait. Nous, évidemment, on a enquêté, on a regardé à peu près tout ce qui s'est fait. On a discuté avec énormément de personnes, lu aussi. Il y a eu beaucoup de livres, magazines et autres. Mais surtout et avant tout, nous, ce qu'on voulait raconter, c'était... On voulait parler de la transmission. On voulait savoir qu'est-ce qu'il faut faire, justement, comme vous dites,
après une catastrophe en tant que telle ou un traumatisme, on va dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut oublier? Est-ce qu'il faut au contraire que la mémoire soit transmise? Nous, on est plutôt dans ce positionnement-là, transmettre la mémoire. Mais comment transmettre la mémoire quand elle est encore à vif? Donc, il faut, je pense, une reconnaissance. Et une reconnaissance, ça ne veut pas dire mettre un truc sous le tapis en se disant, bon, dans quelques années, on s'en occupera. Donc nous, ce qui nous a, entre guillemets, interpellés, c'est de se dire, c'est encore à vif, les gens sont encore divisés, les gens ne savent pas. Et ok, c'est douloureux pour Toulouse, mais c'est pas grave, ça fait quand même partie de notre passé. Et à partir du moment où ça s'est passé, justement, il faut faire en sorte que ça soit quelque chose qui soit positivé pour que ça se reproduise plus, surtout, et que surtout, il y ait un apaisement. Aujourd'hui, je pense que 20 ans après, il faut que la mémoire soit apaisée et qu'on puisse tirer profit, si on peut dire, d'un tel drame. En fait, pour moi, je pense, je suis d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je pense que pour l'apaiser, enfin après, on n'est pas forcément là pour ça, mais pour l'apaiser, je pense qu'il faut déjà qu'elle soit dite. Il faut qu'elle soit écrite et qu'elle existe. Si on la cache toujours, ça ne sera jamais apaisé en fait, parce que ça ressort toujours. Donc je pense qu'il faut que ça soit, il faut mettre des mots ou des images sur ce qui n'est pas dit, c'est ce qui est caché. Et je vous dis, moi, vraiment en tant que Toulousaine, en revenant sur place, c'est pas 3 petits mémoriaux, j'ai rien du tout d'un point de vue artistique, ils sont très bien, ils sont ce qu'ils sont, mais il y a rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Toulouse, il y a peut-être il y a une statue de Nougaro en plein sur la place du Capitole, parce que on est fiers de Nougaro. Je ne vous dis pas qu'il faut être fier d'une catastrophe comme ça, mais en discutant avec notre producteur, il va régulièrement à Saint-Raphaël, et il y a un village apparemment à l'entrée de Saint-Raphaël, je sais plus comment il s'appelle, où il y a eu une inondation colossale avec un pont à l'entrée qui s'est écroulé en fait dans les années 50. Et pardon? Non, je crois c'est plus petit que ça, je crois. Parce que Fréjus, je connais, là je connaissais pas. Et en fait, le pont s'est écroulé et il y a eu 500 morts. Et en fait, il me disait qu'en rentrant dans ce village, le premier rond-point, bon, c'est toujours des ronds-points, mais fait état de ça, en fait, en disant, ici, dans ce village, il y a eu tant de morts, etc. Et on n'est pas en train de dire, c'est un tel, c'est trucs, c'est bidule qui a fait ça. Non, c'est des faits dans ce village. Il y a 500 personnes qui sont mortes parce que le pont s'est écroulé pour X ou Y raison. Mais en fait, c'est su, ça fait partie de leur histoire, en fait. Et je pense qu'une fois que l'histoire est sue et racontée, après, évidemment, il y a toujours plusieurs versions de l'histoire, mais une fois qu'elle est racontée, je pense que c'est une forme d'apaisement. Enfin, on voudrait bien, en tout cas. Merci. On voulait, en fait, on les verra, oui, mais à travers les archives. En fait, on s'est rendu compte aussi, c'est ça qui est assez fou, c'est qu'on n'a pas du tout le même regard quand on regarde les archives 20 ans après qu'à ce moment-là. Mais on a halluciné sur tout ce qu'il y a déjà dans les archives quand on les regarde avec notre point de vue d'aujourd'hui. En fait, il y a tout. C'est assez fou. Alors, peut-être une dernière question. Oui. Le fait que ce soit les 20 ans, déjà, c'est vrai que cette date anniversaire nous a pas forcé, mais on s'est dit que c'était le bon moment de s'y intéresser. La démarche de France 3 aussi, qui cherchait une série, du coup, qui pouvait attirer les jeunes. Ce format spécial, mais très intéressant. Enfin, moi, j'ai adoré écrire avec cette narration-là. Et puis le fait de ce qu'on disait, c'est-à-dire que nous, avec Juan, on revient à Toulouse. 13 ans après, on voit qu'il n'y a rien de spécial et on se dit, parce que ça c'était dans un autre documentaire qu'on a fait en Espagne sur les enfants volés du franquisme. Donc là encore une fois, c'est l'histoire qui a du mal à être digérée et qui n'est toujours pas intégrée dans le présent. Donc nous, en fait, c'est ce qui nous intéresse. On veut être un peu ces passeurs de mémoire-là quand l'histoire résonne dans notre présent, ça nous intéresse à fond. Et on s'est dit, peut-être que c'est le bon moment de raconter ça, en tout cas
avec les yeux de la jeunesse, quoi. Bon, la dernière question. À quel moment vous récupérez France 3 comme diffuseur? C'est-à-dire que vous avez déjà votre dossier entier ou simplement un pitch ou un synopsis, quelque chose? Très vite, ils nous ont demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire et on a fait une sorte de mini-dossier qui faisait quand même une 30aine de pages en juillet dernier. Après, là, il y a eu des espèces d'épisodes compliqués. Voilà, de production extérieure, machin, tout ça. Mais on va dire que assez rapidement, ils sont intéressés, en fait. Donc en juillet, ils sont déjà bien intéressés, juillet dernier. En plus, il se trouve que l'été dernier, il y a Beyrouth. Et là, c'est fou, mais c'était exactement SDF, hein, d'un point de vue produit, en tout cas. Et donc on a continué à écrire le projet et après ça a un peu traîné. Bon, ça c'est toujours un peu plus complexe, mais nous on a continué à écrire et on va dire que quand on signe réellement, donc c'est en décembre là, de cette année. Merci beaucoup Sandrine, merci à vous. beaucoup Irina. Merci aux étudiants et étudiantes qui ont assuré la captation. Et merci à vous d'être venus. Merci beaucoup à Jérôme aussi et au cinéma L'Autan pour son accueil. Et voilà, donc on vous invite à découvrir la série, alors soit en avant-première à la Cinémathèque sur grand écran début septembre. Nous, on annoncera l'avant-première sur nos pages Facebook, Twitter, Instagram, etc. Et également, évidemment, sur France Télévisions, probablement le 20 ou le 21 septembre. Merci.